Voilà, bonjour à tout le monde, merci d'être connecté avec nous. Je m'appelle Stéphanie Lecharlier, je travaille pour Solsoc et je coordonne le service de mobilisation citoyenne et politique. On est réunis virtuellement aujourd'hui pour parler du devoir de vigilance avec une perspective particulière qui est celle des acteurs colombiens, partenaires de FOSS, IFSI et Solsoc. Nos trois organisations mènent ensemble un programme de coopération internationale sur le thème du travail décent, en promouvant la création d'emplois et de moyens de subsistance durable, la protection sociale, les droits au travail et le dialogue social. En Colombie, avec nos partenaires directs, nous soutenons des syndicats dans différents secteurs comme l'agroalimentaire ou l'aide aux personnes, des réseaux d'agriculture familiale et des organisations de paysans, paysannes qui réclament le retour sur leurs terres. Plus de 5 ans après la signature des accords de paix et à un mois des élections présidentielles, la Colombie est toujours marquée par des inégalités flagrantes, des violations généralisées des droits humains, des persécutions et des assassinats de leaders sociaux dans une impunité immense. Nos partenaires n'échappent pas à cette réalité et pourtant, ils et elles continuent de se mobiliser pour des causes qui peuvent bien souvent être associées à une défaillance dans le devoir de vigilance. Nous allons définir un peu plus précisément dans quelques minutes ce qu'est le devoir de vigilance. Et c'est en tout cas un concept qui fait l'objet de discussions au niveau belge, européen et international, afin que les cadres légaux soient posés pour que des entreprises respectent les droits humains et l'environnement tout au long de leur chaîne de valeur. C'est dans ce contexte qu'on a décidé de demander au centre de recherche du CETRI de réaliser une étude sur le devoir de vigilance vue par nos organisations partenaires colombiennes, en mettant en évidence des cas liés à la filière des bananes et au secteur minier pour interroger l'impact potentiel de ce nouveau cadre législatif pour la Colombie. Alors, la question qu'on se pose, c'est à quelles conditions le devoir de vigilance contraignant, donc obligatoire, peut constituer un outil efficace aux mains des acteurs et actrices colombiennes pour imposer le respect des droits humains, y compris socio-économiques, et de l'environnement. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plusieurs intervenants et intervenants de qualité pour présenter l'étude et faire un tour de la question. Donc tout d'abord, nous avons la chance d'avoir Madame Myriam Kittir, la ministre de la Coopération au Développement. Elle nous fait l'honneur de sa présence. Merci. Nous avons aussi Frédéric Thomas, chargé d'études au CETRI et rédacteur de l'étude. Ensuite, 2 représentants des organisations partenaires du programme commun en Colombie, qui se sont levés tôt pour nous rejoindre. Il y a Nelly Osorno Ospina, présidente de l'Institut populaire de formation. Pablo Vargas, coordinateur de l'intersyndicale de l'agro-industrie et dirigeant de la fédération syndicale FENSUAGRO. Sophie Winkens est aussi parmi nous. Elle est chargée de recherche sur le commerce juste et durable au CNCD en Zonzon. Désolée si j'ai estropié ton nom. Il y a également Thierry Ars, qui est conseiller politique pour la FGTB. Et enfin, Driss Mer, chargé de plaidoyer chez FOSS. Alors, il me reste à passer la parole à Frédéric Thomas du CETRI, qui a rédigé l'étude. Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter ton travail et nous dire quels sont les résultats et les recommandations de l'étude?
Oui, on voit bien.
Merci Frédéric. Je retiens, au-delà des recommandations qui sont très claires, qu'il n'y a pas une solution miracle avec le devoir de vigilance et qu'il y a une complexité et des spécificités importantes liées au contexte colombien, mais comme dans tous les contextes probablement. Nous allons continuer à aborder tout ça, mais je voudrais à présent passer la parole à Myriam Kittir qui nous a rejoint pour quelques minutes. Madame la ministre, bienvenue. Quelle est votre réaction à la suite de cette présentation et de cette étude sur le devoir de vigilance en Colombie? Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas comment on dit en espagnol, je ne vais pas l'essayer non plus. Mais en tout cas, merci de cette invitation déjà, de tout cœur, et merci aussi pour me laisser la parole pendant ce webinaire. Honnêtement, je n'ai pas douté aucun instant pour accepter votre invitation parce que le travail digne est une thématique qui me tient à cœur et qui me tient à cœur depuis toute une vie d'ailleurs, hein, parce que, comme vous le savez, moi-même, je suis donc originaire d'une usine à Genk, donc être à la chaîne, c'est ce que je faisais comme travail à 18 ans, 19 ans. C'est un âge où on ne connaît pas grand-chose du monde entier et surtout pas à Genk, ce qui était un homme d'usine automobile, un monde d'hommes. Donc, mais ce que j'ai senti dès le premier jour, c'est de voir qu'est-ce que ça fait. Si comme travailleuse, vous êtes appréciée, ça fait grand chose. Si comme travailleur, on montre du respect, l'appréciation, le respect pour les travailleurs, non seulement dans la forme d'un salaire digne pour le travail dur qu'on fait, non seulement avec une protection sociale digne de ce nom, mais dans toutes les significations de ce terme-là. Respect. Et comme délégué syndical, je me suis battu pendant des années pour ces causes. Ce qui étaient mes chefs à l'époque pour faire en sorte que les collègues ne soient plus dupés au détriment des droits des autres et que leurs valeurs étaient toujours respectées, leurs droits étaient toujours respectés. Donc, le test pour le progrès dans le monde, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les gens qui ont déjà beaucoup, mais est-ce qu'on peut donner suffisamment aux personnes qui ont trop peu? C'est ça que disait le président Franklin Roosevelt à l'époque. Et Roosevelt disait ça au milieu du siècle précédent, mais aujourd'hui, on n'est pas très différent. Se battre pour le travail digne, un salaire selon les efforts et une protection sociale, ce n'est pas une question de charité, mais c'est ce qui fait que les gens, les personnes même puissent prendre en main leur vie. C'est ce qui fait que les gens puissent construire leur avenir de Bruxelles jusqu'à Bogota. La croissance économique, le bien-être et la protection sociale, les avancées sociales vont toujours de pair. Est-ce que c'est en Colombie, en Belgique, n'importe. Et dans le temps, moi, je devais convaincre mes chefs dans l'usine des Genk automobilistes. Et voyez maintenant, vous nous tendez la main pour ici, ensemble, travailler sur ces causes. Et vous avez raison. Chers toutes et tous, je n'ai pas douté aucun instant pour participer à ce webinaire, précisément parce que le travail digne, une protection sociale dans le monde entier est très, très prioritaire dans le gouvernement belge. C'est décrit dans notre accord gouvernemental, noir sur blanc, et avec l'agenda social en Europe, on voudrait avancer dans ce domaine aussi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entreprises également en Belgique prennent conscience que leur responsabilité va au-delà que uniquement avoir un bilan positif dans les livres, mais également prendre conscience que les entreprises ont à gagner également s'ils se battent contre les tricheurs, contre ceux qui vont déplacer les productions uniquement pour y gagner un peu plus et pour ceux qui encore sous-payent. Quelques personnes n'offrent pas de protection sociale et vont même jusqu'à les exploiter. Comme gouvernement, on ne peut pas être assez ambitieux pour convaincre toutes les entreprises de leur dire leurs obligations et d'intervenir quand ils ne le font pas. Et c'est ça notre engagement au niveau du gouvernement belge. Et c'est notre réponse sur votre dossier. Et seulement cela ne suffira pas pour la raison toute simple que cette lutte par excellence est une lutte où le privé
et les autorités publiques doivent se tendre les mains. Et c'est précisément pour cela que les constatations que vous avez proposées aujourd'hui et que vous discutez sont si précieuses, avec des cas concrets qui démontrent qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche, contraire aux forces qui ne voudraient rien voir changer au nom du bénéfice et au détriment des personnes. Et la Belgique est une plaque tourmente de la transport de bananières en Europe. Notre pays a des liens directs avec des entreprises bananières qui profitent de l'instabilité dans la Colombie pour maximiser ses bénéfices au détriment des travailleurs. C'est une histoire de peur et de violence qui a été agitée par les entreprises et les organisations paramilitaires qui vont essayer de perdurer cette situation. Et la manque de l'alternative met le dos au mur les travailleurs colombiens. Et c'est ce qu'on peut entendre le même son de cloche à Quebradona. On explique comment toute une région a été endommagée au détriment de la population locale. Et ce sont de tels témoignages qu'il nous fait pour exercer de la pression, pour faire changer les choses et pour créer de l'indignation et la convertir en action. Également du bas, au niveau du bas, vers le haut. Et tous les travailleurs ont une chose en commun, c'est-à-dire que les travailleurs sont toujours plus que les employeurs. Ça, c'est le rôle de FOSS, SOLSOC et l'IFSI pour les renforcer dans ce rôle. Ce sont les méga-fronts de leur lutte sociale. Et c'est avec mon rôle et mon rôle des autorités publiques pour vous y soutenir. Parce que la solidarité, chers amis, ce n'est non seulement une question de la survie, c'est une question également de pouvoir mener une bonne vie, bien vivre. Et le bien-être, le fondament de base, ne peut être que réalisé lorsque les droits ne sont pas violés. Et lorsqu'on parle de droits de l'homme ou de droits humains, à moins de 1500 kilomètres d'ici, il y a déjà une guerre en Ukraine, une guerre atroce. Et comme dans toutes les guerres, il y a la barbarie, il y a les enfants qui meurent, les innocents qui meurent, et des millions fuient pour s'échapper. Alors je me rallie à cette condamnation de cette guerre au niveau du syndicat international avec le secrétaire général Sharon Bonolo. Donc, l'attaque russe sur l'Ukraine, c'est une violation du droit international et l'intégrité territoriale d'Ukraine. Donc, cette guerre doit s'arrêter. Chers amis, je vous remercie de votre travail. Je vous remercie également pour votre lutte. Je vous remercie également pour votre engagement. Vive la solidarité. Merci. Merci, Madame la Ministre. C'était presque le même remerciement que je voulais vous adresser. Donc, merci pour votre message et votre engagement en faveur du travail décent et du devoir de vigilance. C'est un momentum qui est vraiment important. Et donc, nous espérons qu'avec votre impulsion et l'impulsion d'autres de députés progressistes qui sont actifs sur le devoir de vigilance, la Belgique va prendre les engagements forts vis-à-vis des entreprises belges, mais aussi sur la scène européenne et internationale. Donc encore merci. À présent, on va revenir encore un petit peu en Colombie, puisque le but ici du webinaire, c'était aussi de donner la parole à deux représentants des organisations partenaires du programme commun en Colombie. Donc Frédéric a dressé déjà un tableau général des deux cas étudiés, et vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Tout d'abord, Pablo Vargas, vous êtes dirigeant de la fédération syndicale FENSUAGRO, dont est membre du syndicat Sintracol, cité dans l'étude de cas sur l'axe bananier en Urabá. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se mobilisent les syndicats face aux violations des droits humains et des droits du travail et à la dégradation de l'environnement de la part des multinationales en Colombie? En 10 minutes. Ça, c'est le défi. Merci et je vous salue à toutes et à tous d'être dans ce séminaire pour cette situation que j'ai présentée, Frédéric, dans un dossier et où on présente les réalités en Colombie. Et tout cela
Donc, nous avons eu un conflit qui vient d'être exposé par Frédéric. Donc, ce qui s'est passé avec les entrepreneurs, avec l'État et avec quelques groupes paramilitaires qui ont quand même eu un impact sur la vie des travailleurs dans les communautés. Suite à cette situation, jusqu'aux années 90, début 2000, bien que les meurtres ont cessé, il y a quand même eu un déplacement, des assassinats, un tas de travailleurs qui sont disparus. Et avec ce qu'ils ont obtenu, donc les organisations qui ont pu survivre dans cette région où malheureusement il y a eu des gens qui ont été pris par les entrepreneurs. Donc, les travailleurs n'avaient pas de droits et il s'est fait que les travailleurs se sont reliés vers des organisations syndicales et c'est ainsi que des syndicats sont créés et à nouveau, on a les menaces, la persécution de ces travailleurs qui veulent s'organiser. Donc, ils avaient à nouveau la crainte de ces meurtres et assassinats. Et cela a fait que certains camarades ont dû déménager, sortir de la région. On a pu réaliser des actions. Nous avons pu faire que par le biais de certaines personnes de l'État, que ces gens aient quand même une protection, ce qui était le cas pour le président d'Intrapol qui, suite à ces actions, a pu rester là-bas. Nonobstant, on peut déjà dire que cette poursuite, cette menace vis-à-vis des organisations syndicales n'existe pas, mais la situation qui se vit à Urabá reste une situation très difficile en ce qui concerne les droits de l'homme. Là, il y a les groupes paramilitaires qui n'ont plus trop d'influence politique dans ces régions et dans la poursuite des organisations syndicales, mais il se dédie maintenant aux stupéfiants. Cela a un impact sur les agriculteurs et on se rend bien compte quelle est la situation qui est vécue par ces agriculteurs. Mais cette violence vis-à-vis de la vie et des droits, eh bien, cette violence s'est renforcée. C'est vraiment une violation des droits de travail et des entreprises de bananes. Et donc, ce n'est pas uniquement à Urabá, mais c'est également dans les régions de Magdalena, le département Magdalena et La Guajira, où là aussi, autour de 2500 hectares de bananes, où il y a un groupe de travailleurs qui subissent encore plus de choses dans cette région-là. Et donc, pour pouvoir répondre à ces politiques qui ont un impact sur les travailleurs, nos actions vont vers les autorités, vers le ministère du Travail, vers la justice du travail, mais on n'a pas de réponse de leur part. Le ministère du Travail en Colombie est tout à fait incompétent. Ils ne sont pas là pour défendre les droits des travailleurs, mais plutôt pour protéger la violation des droits des travailleurs dans les entreprises. Ici, on licencie des travailleurs malades, on ne respecte pas les conventions collectives de travail, la loi du travail n'est pas respectée.
quand on a des actions, comme par exemple le droit à se manifester, à faire la grève, eh bien, on cherche les moyens pour sanctionner pas les entreprises, mais les syndicats. Dans notre cas, dans 2013, il y a eu une grève qui a eu lieu dans la zone de Banane Magdalena. Et le syndicat qui a créé cette action, avec un droit légitime, hein, eh bien, ils ont enlevé sa personnalité juridique. Et également à Uraba, après une grève légitime réalisée par les travailleurs dans une autre entreprise, il y a 5 travailleurs qui ont été licenciés et maintenant il y a encore la menace qu'ils interviennent encore devant la justice pour également enlever le statut juridique du syndicat. Donc, c'est ce qu'on vit constamment comme syndicat dans le secteur des bananes. Et je veux également utiliser cette opportunité pour faire savoir, ou faire connaître plutôt une situation qui vient de se produire hier dans la Sierra Nevada de Alta Marta, donc à quelques minutes, donc très près de la zone bananière magdalène. Eh bien, il y a des confrontations de groupes armés illégaux où les agriculteurs sont les victimes. Il y a des gens qui ont été déjà assassinés et il y a également le déplacement de certaines communautés pour pouvoir se protéger contre la situation qu'ils vivent. Et c'est une situation qui aura également un impact sur les travailleurs, sur les organisations syndicales, parce qu'on devra accueillir ces communautés qui sont en danger. Et la situation de politique laborale, où malheureusement, il n'y a pas de garantie pour les travailleurs, pas de garantie en ce qui concerne la stabilité laborale, le droit constitutionnel de pouvoir s'organiser, d'être dans un syndicat, parce qu'avec toutes les mesures de flexibilisation laborale qui ont été introduites par le gouvernement, eh bien, et aujourd'hui, il y a des contrats poubelles qui existent. Hein, donc, ce sont des contrats occasionnels où les travailleurs n'ont aucune garantie de prestations sociales, de sécurité sociale, où également on arrive à lutter. Et parfois, il y a des contrats par OPS ou il y a des contrats à durée déterminée où le travailleur qui est syndicalisé est directement licencié et où on ne respecte pas ses droits. Donc, on devrait avoir un travail digne. Et j'ai encore un tas de choses dont je voulais parler, mais le temps est limité. Mais à partir d'ici, on veut vous remercier pour les efforts que vous réalisez à partir des pays frères, les pays qui nous aident à lutter contre cette situation. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une loi où on oblige les entreprises à respecter les devoirs des travailleurs, où on les oblige à respecter les droits humains, où on les oblige à respecter les droits laboraux, ce qu'on n'a pas aujourd'hui actuellement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Si vous Walter. avez des questions, n'hésitez pas. On est toujours disposé à y répondre. Voilà, toujours dans le chat. Merci. En vous écoutant, on mesure de mieux en mieux l'urgence et l'importance d'un cadre légal non seulement, mais aussi du respect de ce cadre et puis des autres normes qui peuvent exister. Donc, on va passer maintenant la parole à Nelly Osorno-Ospina. Vous êtes présidente de l'Institut populaire de formation. Vous appuyez des communautés en Uraba qui connaissent des accaparements de terres et vous suivrez aussi de près le projet d'exploitation minière d'Anglo Gold Ashanti. Alors la question, à la lumière de ce cas,
Quelle est votre analyse sur l'utilité, l'efficacité des mécanismes liés au devoir de vigilance? Nelly, lo siento. Ah. On n'entend pas la traduction en français, en fait. On entend Nelly en espagnol. Je ne pense pas que tout le monde va comprendre. Voilà, c'est bon maintenant. Ah, voilà, c'est bon. Il y a 2 Tu peux traducteurs recommencer alors. en même temps. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... Voilà, je vais partager une présentation, mais donc je disais que je veux féliciter l'initiative des organisations belges pour pouvoir documenter ces cas, parce que pour la Colombie, pour nous qui essayons de protéger et défendre les droits humains et environnementaux, il est important que cela soit documenté au niveau international pour pouvoir progresser dans cette diligence qu'on doit avoir vis-à-vis des entreprises, où les négociations doivent avoir lieu avec la Colombie en ce qui concerne le respect des droits humains, parce que c'est l'une des formes où les droits humains ont été vulnérés et ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays, comme les pays européens. En ce qui concerne la question, je veux commencer ou partir sur la base de 2 prémices. Donc, on ne va pas trop parler du cas des mines, parce que cela a déjà été commenté, mais on part d'un point de vue de savoir, avec cet accord de paix et avec les négociations qui ont eu lieu avec les paramilitaires dans l'année 2000 et dans les années 2000, on a pu parler de certains sujets des communautés, et c'est la relation des entreprises avec des groupes paramilitaires et également le financement de ces groupes et le conflit en Colombie. Cela avait une raison d'être, et c'est naturellement le vol des territoires. Hein. Donc, on en parle, et d'une certaine façon, cela a mené à ce que des stratégies soient utilisées pour vider le territoire. Mais en fait, ce n'est pas vider, c'est le déplacer par le biais d'assassinats, de massacres comme nous les vivons aujourd'hui, de menaces ou même de violences sexuelles. Dans ce sens-là, dans les études que nous avons réalisées, eh bien, nous avons trouvé, également suite aux différentes études qui ont été remises à différentes commissions, eh bien, nous avons trouvé un lien entre les conflits qui se voient sur les territoires et les hautes infractions sur les droits humains. Donc là, il y a beaucoup de richesses en minéraux, il y a beaucoup de violations des droits humains. Donc on voit vraiment ce lien très fort entre les deux, et on est d'avis qu'en Colombie, que les 3 départements principaux où il y a beaucoup de victimes, c'est les départements où il y a la production de l'or. C'est Antiocho, Cobaliba, Cauco. Et nous voyons également que l'Observatoire de conflits miniers en Amérique latine, pendant l'année de 19, il parlait de 19 cas criminels pour la défense de l'environnement, et 64 étaient de la Colombie. Et
à côté des processus, on voit également que 550 entreprises, donc dans les procédures de justice et paix, qui est l'organisation avec les paramilitaires en 2004, et ce processus de paix donne une énorme liste d'entreprises qui ont financé le conflit en Colombie, entre autres des entreprises minières, et également Uniban, qui est la grande entreprise qui s'occupe de l'exportation. Et pour l'instant, ils sont en train de réaliser des enquêtes. Le ministère public est en train d'examiner cela et ils ont été obligés de redonner des terres, de restituer les terres. Et je vais vous donner 2-3 exemples pour vous montrer brièvement ce que fait cette industrie minière. Donc, ici, c'est un cas qui a été documenté par IPC. On parle de Ecosirio, parce que l'une des entreprises minières, il y a eu un problème et cela a créé des dommages à l'environnement, ce qui a créé la mort de différents poissons et a laissé sans alimentation à plus de 600 familles. Ceci est l'un des impacts de l'insécurité alimentaire qui est vécue par les gens. Et on y ajoute également la contamination des eaux, des rivières et également des espèces. Et l'un des problèmes que nous avons là-bas, c'est qu'il y a différents endroits où il n'y a plus d'eau suite aux mines. Ici, c'est une autre image de Puerto Libertador. Et là, vous voyez les poissons morts suite à une rupture, une faillite d'une entreprise minière. Et ici, je voulais également faire le lien parce que c'est l'un des cas où la Colombie est assez forte ou active. Ce territoire s'est exprimé contre les mines et c'est un territoire qui est tout à fait agricole. Et avant, il n'y avait pas les mines. Et donc, avant que Anglo entre dans ce territoire, il y avait quand même des choses qui sont très graves, qui ont eu lieu, à savoir que ces agriculteurs, ce sont des petits agriculteurs et cela va cesser parce que c'est dû à la contamination de l'eau, mais également par ce qui est fait par l'entreprise parce qu'ils ont vendu ou plutôt acheté des gens pour qu'ils ne s'opposent plus aux mines. Il faut savoir qu'il y a un mouvement très fort qui s'est prononcé contre les mines. Un autre impact, c'est que le territoire où il y a des grandes extractions de minéraux, eh bien, en Colombie, ce sont les territoires les plus pauvres de la Colombie. Donc, nous avons le cas du Chocó, c'est l'un des départements avec le plus haut degré de pauvreté, mais quand même avec le plus grande richesse en minéraux. Également, un autre territoire. Et avec le soutien, nous continuons avec la prévention de ces impacts. Et d'une façon, ce sont les territoires avec le plus haut degré de pauvreté, avec le plus haut degré de conflit également. Comme recommandation, nous croyons plutôt que c'est urgent d'avoir ces initiatives de diligence. Sans la surveillance de la communauté internationale et également des autres pays d'où proviennent les entreprises
qui ont des commerces en Colombie. Eh bien, sans cette surveillance-là, ce sera nettement plus difficile parce qu'on a également été en main de gouvernements qui ont facilité cette violation de droits humains avec des lois qui facilitent le fait que les entreprises ne respectent pas les protocoles qui garantissent les droits humains. Donc, cette diligence est vraiment importante et il faut également respecter les standards environnementaux. Donc, ce devoir de vigilance est important et également, il faut souligner l'importance des droits laboraux, mais cela doit intégrer plus tous les droits. Également, le droit de territoire, parce que cela fait partie du déménagement qui est créé par ces entreprises. Donc, les droits doivent être plus étendus que les droits laboraux, également plus intégrés. Également, le fait qu'on planifie qu'il y a des cas qui peuvent être conditionnés de l'extérieur où on doit inclure la garantie du respect des droits humains dans toute la chaîne, inclus avec le financement, parce qu'ici, même les banques nationales et transnationales ont été également des banques qui ont financé des groupes armés. Et dans le cadre de l'accord commercial entre l'Union européenne et la Colombie et l'Équateur et autres pays, eh bien, on doit également veiller au respect du chapitre 9 sur le commerce et le développement. Et donc, il faut également respecter les différentes conditions sociales et environnementales. Donc, ceci devient un problème sérieux parce que les entreprises commencent, mais il n'y avait pas des études préalables. Et quand il y a eu déjà beaucoup d'affectations au territoire, alors ils disent que c'était déjà le cas, que cela existait déjà, que c'était à cause d'autres problèmes et ils ne reconnaissent pas les dégâts au territoire. Il faut également visiter régulièrement les pays où ces opérations ont lieu par les entreprises belges. Cela est fondamental pour pouvoir motiver d'une façon ou d'une autre les entreprises à avoir un dialogue, les entreprises qui se trouvent dans ces régions et les communautés. Et également faire en sorte que les entreprises garantissent les droits humains et environnementaux. Nous estimons également qu'il est important que cela soit rendu public, que ce ne soit pas simplement un contrôle, mais que les communautés puissent les consulter, en débattre et voir si cela est respecté ou pas et faire en sorte qu'on ne se trompe pas avec cette responsabilité des entreprises parce que cela n'a pas fonctionné en Colombie. Et comme dernier, il y a deux recommandations qu'on fait. Et c'est dans le dialogue politique avec le gouvernement colombien, avec l'Union européenne et avec les États membres, de continuer à exiger d'implémenter cet accord de paix, mais également la protection des communautés et des défenseurs. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est en fait un pas en arrière dans le processus d'implémentation. Et le sujet de l'accès à la justice, hein, donc Freddy en a déjà parlé, c'est très important. Les victimes ne savent pas accéder à la justice, donc il est important de le garantir et également rappeler au gouvernement colombien quelles sont leurs responsabilités dans le cadre international en ce qui concerne les droits humains. Donc, à titre de conclusion, cette diligence, cette vigilance, ce devoir de vigilance de part de la communauté internationale est vraiment urgente dans ce pays où
on est d'avis qu'on n'écoute que les communautés internationales pour pouvoir garantir ou pouvoir diminuer les infractions des droits humains. Merci beaucoup. Merci Nelly. Est-ce que tu peux enlever le partage d'écran? Voilà, merci encore pour ces messages très clairs et merci à Pablo aussi. C'est vraiment important pour nous que vos voix soient entendues et que nous portions ensemble ces revendications partout où ce serait nécessaire. Il y a aussi d'autres camarades de Colombie qui sont connectés sur Zoom. Nous les saluons aussi et on les encourage dans leurs différents combats qui sont tous liés, je pense, d'une façon ou d'une autre, à ce fameux devoir de vigilance, tant qu'on le prend au sens large en incluant tous les droits et de manière intégrée. Donc, on voit bien qu'il y a une nécessité de prendre des mesures fortes pour un respect des droits humains dans toute la chaîne de valeur, pour une responsabilité des différents acteurs et pas seulement des entreprises non plus. Il est temps donc, du coup de préciser un peu plus de quoi il retourne. Et du coup, je vais me tourner vers Sophie. Sophie Winkens, toi, tu es chargée de recherche sur le commerce juste et durable au CNCD 1111. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on en est en Belgique et en Europe dans les initiatives qui tendent à légiférer sur le devoir de vigilance? Quels sont les grands enjeux actuellement? Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. D'abord, un grand merci aux organisateurs de ce webinaire et de m'avoir permis de faire un peu cet état des lieux des législations effectivement sur la table des négociations au niveau européen et au niveau belge. Je suis aussi très ravie d'avoir pu entendre, au-delà des résultats de l'étude du CETRI, les témoignages des deux amies colombiennes qui mettent encore plus en lumière la nécessité d'avoir des législations contraignantes, comme disait Frédéric, les plus fortes et les plus larges possibles sur le devoir de vigilance. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint que je vais de ce pas partager avec vous. J'espère que vous le voyez à l'écran. En principe, oui. Alors. Je voulais commencer mon exposé pas par une définition stricte du devoir de vigilance, parce que Frédéric l'a déjà dit, mais par vous montrer ce petit schéma que j'emprunte à OSF, mais qui est assez illustratif du fonctionnement finalement du devoir de vigilance et de ce qui, nous, en tant que CNCD, mais aussi en tant que membre d'une coalition nationale belge représentant une trentaine d'organisations, dont Solsoc, le CETRI notamment, sur les deux piliers qui nous semblent vraiment importants au cœur de ce devoir de vigilance, qui est d'un premier côté cet effort de vigilance à faire de la part des entreprises pour effectivement identifier et remédier, si nécessaire, aux abus tout au long de leur chaîne de valeur. Et le deuxième pilier qui nous paraît aussi très important, c'est la nécessité de réparer en cas de dommages et de permettre aussi aux victimes, comme l'a très bien rappelé Frédéric, d'avoir accès à la justice. Ce sont donc deux obligations distinctes, mais que nous considérons comme complémentaires et nécessairement complémentaires. Comme l'a rappelé aussi Frédéric, ça fait environ une dizaine d'années que le concept strict de devoir de vigilance a émergé avec notamment les principes directeurs des Nations Unies qui ont formalisé le devoir de vigilance est consacré sur toute son application aux entreprises, parce qu'effectivement, c'est une obligation qui porte également et avant tout aux États, mais depuis quelques années, les entreprises elles-mêmes d'ailleurs ont mis en place des mesures volontaires qui, selon la récente étude de la Commission européenne, se révèlent utiles, mais malheureusement insuffisantes. D'où la nécessité d'aller au-delà avec un cadre contraignant, si possible au niveau international, qui fixerait en droit international c'est quoi finalement cette norme de devoir de vigilance afin qu'elle s'applique de la manière la plus large possible à l'ensemble des entreprises du monde entier. Parce que nous sommes évidemment persuadés que seules des normes contraignantes sont aptes à rééquilibrer le rapport de force entre les États, les entreprises et les victimes de leurs abus.
Alors, quels sont, selon cette petite coalition, cette grande coalition belge que je vous ai mis ici à l'écran, les fondements essentiels pour une loi belge sur le devoir de vigilance, mais quelles sont plus largement les conditions de l'efficacité, de l'effectivité, selon nous, d'un devoir de vigilance? Donc, qu'est-ce qu'il fera qu'il sera efficace et contraignant? Donc, dans l'idéal, selon nous, ce devoir de vigilance doit concerner l'ensemble des entreprises et surtout tous les secteurs d'activité. Donc, évidemment, en ce compris aussi les petites et moyennes entreprises. Deuxième élément important que nous avons mis en avant dans notre mémorandum, c'est que la nécessité que ce devoir de vigilance s'applique aussi à toute la chaîne de valeur des entreprises ainsi qu'à leurs filiales, donc pas uniquement aux fournisseurs ou aux sous-traitants de premier rang. Troisième élément important, c'est qu'il s'agit, comme l'a rappelé, je pense, Nelly et aussi Pablo, la nécessité d'imposer le respect de l'ensemble des droits humains, des droits sociaux et environnementaux reconnus, en ce compris le droit à un environnement sain. La nécessité aussi que ce devoir de vigilance soit transparent. Je pense que Nelly l'a aussi rappelé, que les plans de vigilance, notamment, soient rendus publics, soient publiés sur le site Internet des entreprises. Il y a aussi un processus de consultation des parties prenantes à l'ensemble des processus de la vigilance raisonnable et qu'il y ait aussi du côté dans le chef des entreprises une obligation claire de transparence de leur chaîne de valeur. Élément aussi, cinquièmement, indispensable pour garantir l'effectivité de ce devoir de vigilance, c'est qu'il intègre la responsabilité civile et administrative des entreprises en cas de manquement à ce devoir, pour ne pas uniquement en faire une obligation de moyens, mais aussi une obligation de résultats. Et encore plus important, dans le cas colombien peut-être qui nous occupe, prévoir des mécanismes de plainte et de sanctions, ainsi que des voies de recours pour les victimes d'abus et de dommages. Alors, c'est important pour moi de poser ce cadre général pour ensuite en venir aux initiatives qui sont en cours aux différents niveaux de pouvoir et peut-être aussi confronter ce cadre général avec ce qui se discute en ce moment au niveau européen et au niveau belge. Commençons d'abord par le niveau européen. Parce que ça fait 2 ans plus ou moins qu'une initiative législative européenne a été annoncée, c'était en avril 2020 par Didier Reynders, pour la petite image en haut à gauche de votre écran, qui s'était engagé à lancer cette proposition législative. Puis je vais aller très vite, mais le processus législatif a suivi son cours. Le Conseil et le Parlement européen se sont prononcés. Et puis, la Commission était censée publier sa proposition de législation avant l'été 2021. Et là, il y a eu tout un travail de lobbying des entreprises, des industries européennes qui ont agi sur le contenu de cette proposition législative et qui ont aussi agi sur la compétence, puisque Didier Reynders n'était plus le seul à la manœuvre, il a été rejoint par le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton. Et puis, il y a eu plusieurs reports aussi de la publication de cette directive suite à plusieurs avis négatifs remis par un comité d'examen en charge de la réglementation. Mais même les entreprises, un certain nombre d'entreprises européennes, début de l'année 2022, donc le 8 février, ont appelé à la Commission à ce qu'elle publie enfin cette proposition de directive tant attendue. Et finalement, on arrive à un texte, enfin, le 23 février 2022, donc c'est encore assez récent, avec une proposition donc, de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. C'est comme ça qu'elle est intitulée par la Commission européenne. C'est une directive qui en soi est une avancée notable, le fait qu'il y ait un acte législatif européen qui définisse de manière contraignante une obligation de vigilance. Mais par contre, lorsqu'on consulte un peu le contenu et l'intérieur du texte, que ce soit la coalition belge ou la coalition européenne, les différents réseaux européens dans lesquels nos organisations sont insérées, on constate assez rapidement un certain nombre de lacunes, de failles qui, au-delà de la portée normative assez inédite que contient cette proposition de directive, ces failles pourraient en fait complètement remettre en question les principes inédits sur le devoir de vigilance. Alors, pour parler très concrètement,
quelles sont en fait ces limites? J'ai essayé de faire une petite confrontation entre finalement ce que la société civile demandait au niveau belge, mais qui s'applique aussi d'une certaine mesure au niveau européen, pour vous montrer finalement comment la proposition a été quelque peu aménagée et un peu détricotée. Donc, ce qui se trouve à gauche, c'est ce que l'on demande, ce que la société civile réclame, et ce qui se trouve à droite, c'est les éléments qui ne sont pas dans la proposition de directive. Donc, en ce qui concerne le scope, les entreprises qui sont concernées, la proposition de directive s'applique aux entreprises de l'Union européenne et des pays tiers qui opèrent dans l'Union européenne, mais il y a des seuils très élevés qui limitent finalement le champ d'application de cette directive à un nombre très peu élevé d'entreprises. Finalement, on arrive à des chiffres qui sont de environ 13 000 grandes entreprises de l'Union européenne et 4 000 grandes entreprises étrangères. Pour la Belgique, cette proposition de directive ne s'appliquerait qu'à moins de 280 entreprises et à seulement 16 entreprises acteurs dans des secteurs à haut risque. Deuxième élément de comparaison, si on regarde l'ensemble des droits qui sont couverts, on voit qu'il y a des listes de droits humains et sociaux à respecter qui constituent une certaine base, mais que cette base est incomplète, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de normes qui n'y figurent pas. Et en particulier, la question de la norme du consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones, qui est un élément qui manque, un certain nombre d'autres normes européennes et les droits à un revenu vital, par exemple, aussi, ce sont des éléments qui ne figurent pas. Donc, il faudrait élargir cette liste de normes à couvrir. Et puis surtout, en matière environnementale, c'est une approche qui est vraiment très restrictive parce qu'il y a vraiment là une liste limitative de violations qui sont en référence à un certain nombre de normes internationales qui sont limitées. Et en plus, l'impact climatique est exclu de l'obligation de diligence raisonnable. Les entreprises doivent établir un plan climatique, mais elles n'ont pas d'obligation en la matière. Troisième élément, le devoir de vigilance s'applique bien à toute la chaîne de valeur des entreprises. Malheureusement, il y a un élément qui vient remettre en question ce scope très large, c'est que ce devoir de vigilance se limite aux relations commerciales établies. Et la Commission entend par là des relations qui seront durables, en tout cas sur le long terme. Ce qui fait que finalement, cela exclut de facto du scope toutes les relations commerciales qui sont informelles, qui sont moins stables, qui sont plus courtes ou bien qui sont uniques. Donc, ce sont évidemment des dérogations qui risquent de favoriser le développement de relations commerciales qui sont non pérennes, en changeant par exemple régulièrement de fournisseurs. Quatrième élément, les obligations de transparence de la chaîne dont je parlais tout à l'heure, elles sont relativement faibles et il n'y a pas de garantie de consultation adéquate des parties prenantes. Ce sont les entreprises qui décident du moment où il est opportun de les consulter. Il n'y a pas de critères de qualité en matière de consultation. L'élément suivant, la responsabilité civile est intégrée, mais elle est aussi fortement limitée. Donc, ça amenuit la portée de la norme. Il y a plusieurs dérogations qui permettent aux entreprises de se décharger de leur obligation de vigilance, notamment en incluant des clauses dans les contrats qu'elles ont avec d'autres entreprises de la chaîne. Et donc, comme ça, elles déchargent leurs obligations. Elles peuvent aussi recourir à la vérification par des tiers en renvoyant notamment aux initiatives volontaires existantes qui pourtant ont montré leur inefficacité. Donc, ça risque complètement d'amoindrir l'impact en termes d'obligations, mais ça peut aussi avoir un impact direct sur la capacité de réparer les dommages qui auraient incombé aux victimes. Et même si la proposition de directive crée un droit de recours pour les personnes victimes d'abus et de dommages, il y a tout un volet qui n'est pas traité dans la directive, qui sont tous les problèmes finalement d'accès à la justice, parce que les coûts sont élevés, parce que les délais sont courts, parce que c'est très difficile d'accéder aux preuves, la capacité juridique des plaignants peut être restreinte et la charge de la preuve qui est encore laissée aux victimes est disproportionnée. Donc voilà pour la proposition de directive. Au niveau national en Europe, ça commence un peu à bouger. Je vous ai mis ce petit schéma qui a été réalisé par la coalition européenne et qui met en évidence, en vert, vous avez donc les États
qui dispose déjà d'une loi nationale sur le devoir de vigilance avec une ambition plus ou moins forte selon les pays. Donc, il y a la France, l'Allemagne et la Norvège. Et en mauve, vous avez les pays dans lesquels il y a un processus politique qui est en cours. Vous voyez évidemment que la Belgique figure en mauve. On pourrait aussi commencer à mettre l'Espagne, où il y a eu une consultation publique qui a été ouverte récemment. Et on pourrait bientôt avoir sur la table une proposition aussi de loi sur le devoir de vigilance. Et en Belgique, allez-vous me dire où est-ce qu'on en est? En Belgique, il y a eu aussi un plan d'action national. Là, j'entendais qu'on parlait tout à l'heure du plan d'action national en Colombie depuis 2017, qui a été récemment d'ailleurs évalué et qui est en cours de révision. Le problème, c'est que ce plan d'action national, finalement, c'est un catalogue de bonnes intentions, qu'il n'y a pas d'obligation de mettre en œuvre les recommandations et donc que ce n'est pas suffisant pour assurer que les entreprises respectent les droits humains, sociaux et de l'environnement. Un élément positif dont on se sert évidemment comme levier, c'est ce qui se trouve dans l'accord de gouvernement. Puisque dans l'accord de gouvernement, il y a un petit paragraphe qui précise que la Belgique s'engagera à des niveaux divers d'attention, on va dire, mais en tout cas de manière constructive dans les négociations en cours à l'ONU en vue d'un traité contraignant, participera aussi à la mise en place d'une directive sur le devoir de vigilance au niveau européen et dans la mesure du possible, un cadre de soutien au niveau national pourrait être mis en place. Donc, il y a quand même la mention des 3 niveaux qui sont pour nous très importants et complémentaires dans l'accord de gouvernement 2020. Le mémorandum de la société civile dont je vous ai déjà parlé, une résolution qui a aussi fait démarrer le processus législatif qui date déjà de début 2021 au Parlement fédéral. Il y a aussi des entreprises belges qui ont clairement appuyé le processus vers l'établissement d'un cadre juridique national sur le devoir de vigilance. Et puis alors, il y a cette proposition de loi instaurant un devoir de vigilance et un devoir de responsabilité à charge des entreprises tout au long de leur chaîne de valeur qui a été déposée donc, le 2 avril 2021. Donc, il y a un peu plus d'un an, qui est une proposition de loi qui n'est pas parfaite, mais qui fait preuve de finalement quand même pas mal d'ambition parce qu'elle comprend un certain nombre d'éléments qui se trouvent dans le mémorandum de la coalition belge. En particulier, elle couvre un champ d'application très large. Ça, c'est un premier élément. Elle prévoit aussi la responsabilité juridique des entreprises en cas d'absence ou bien d'insuffisance de précautions prises pour éviter ou pour remédier à un dommage. Et elle prévoit aussi l'accès à la justice pour les personnes qui sont affectées. Par contre, en termes de consultation des parties prenantes aux différents stades du processus, en termes d'organes externes de contrôle et indépendants, il y a encore des choses qui pourraient être améliorées et sur lesquelles la société civile sera évidemment particulièrement attentive lors des prochains stades du processus législatif. A priori, il y aura un processus d'audition qui reprendra dans le courant du mois de mai. Et un dernier petit élément qui me semblait important à souligner, c'est qu'en Belgique, un récent sondage a mis en évidence le fait que les citoyens belges soutiennent vraiment largement cette initiative, une initiative législative. Plus de 80% en fait, des Belges sondés sont favorables à une législation contraignante sur le devoir de vigilance. Et c'est un sondage qui a été aussi fait dans d'autres pays européens qui confirmait une tendance similaire. Dernier élément à vous mentionner, c'est que le CNCD, avec son homologue flamand Elf, a évidemment saisi le contexte pour mener une campagne nationale sur le devoir de vigilance qui s'intitule « Les droits humains n'ont pas de prix ». Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur l'adresse email qui se situe au bas de votre écran. N'hésitez pas à aller consulter, à vous inscrire à la newsletter et nous organisons une action ce jeudi 21 mars à l'occasion du triste anniversaire du Rana Plaza. Vous êtes évidemment toutes et tous cordialement invités à y participer. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste ouverte à vos questions. Merci Sophie pour ce tour d'horizon. Et tu nous confirmes que c'est important que nous restions mobilisés sur le devoir de vigilance à travers cette campagne, à travers du plaidoyer pour des cadres ambitieux. Voilà. En parlant de mobiliser, nous voulions donner aussi la parole à la FGTB, à un de ses conseillers politiques, donc Thierry Hartz,
En tant que partenaire social belge et comme partenaire d'autres syndicats à l'international, est-ce que tu peux nous expliquer comment la FGTB se mobilise sur cette question et quelle est sa vision par rapport au devoir de vigilance? Est-ce qu'il y a aussi quelques messages que tu peux retirer des prises de parole aujourd'hui? Voilà, en 10 minutes si possible aussi, parce que sinon on n'aura plus beaucoup de temps pour les questions. Je pense que ça va pouvoir le faire. Vous m'entendez, oui? Super. Donc, ça va pouvoir le faire en 10 minutes parce qu'effectivement, déjà beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment qu'en fait, ce concept de devoir de vigilance, cette approche, elle n'est pas nouvelle en fait. Elle nous vient plutôt du monde anglo-saxon. Et c'est vrai que c'est plutôt un concept qui était à la mode depuis plusieurs années aux États-Unis, au Canada et dans les pays anglo-saxons, au Royaume-Uni notamment. Ici, en Europe et en tout cas en Belgique, voilà, on savait que ça existait, mais ça n'était pas vraiment, j'ai envie de dire, une priorité jusqu'il y a peu. Ça ne fait que depuis 2-3 ans que c'est vraiment venu à l'ordre du jour comme thématique. Je dois dire que nos militants ne sont pas toujours encore au courant de quoi il s'agit exactement et qu'ils ont du mal, tout comme nous d'ailleurs, à parfois percevoir qu'est-ce que cela veut dire exactement, ce devoir de vigilance. C'est quand même encore entouré d'un certain flou, j'ai envie de dire. Et se pose évidemment pour nous comme organisation syndicale la question de savoir qu'est-ce que ça implique pour nos patrons, pour nos employeurs, ce devoir de vigilance. Alors voilà, ça implique, Sophie l'a dit, et le premier intervenant, le représentant du CETRI également, donc on demande à l'employeur de faire une évaluation, de rédiger un plan, de faire un rapport. Donc, il y a tout un aspect préventif qui consiste dans la production de documents. De temps en temps, il y a effectivement des arbitrages et des réparations qui sont prévus. Moi, je ne vais pas revenir dans une définition conceptuelle et je ne vais pas revenir sur les détails de ces étapes, ce serait beaucoup trop long. Mais par contre, ce que j'aimerais faire d'entrée de jeu, c'est quand même essayer de clarifier avec vous ce que le devoir de vigilance peut demander aux employeurs et ce que souvent, ils ne demandent pas aux employeurs. Et c'est pour ça que j'ai directement sauté et que je suis passé à ce stade de la présentation PowerPoint. Il faut faire attention quand même à une certaine confusion. Ce qu'on demande souvent à un employeur dans le cadre du devoir de vigilance, est-ce que c'est de respecter un droit ou est-ce que c'est juste de passer par un certain nombre d'étapes, de passer par une production de documents, de rédiger un plan, de faire un rapport, de faire une évaluation? Donc, est-ce qu'on est dans l'obligation de résultat, comme l'a dit Sophie, ou est-ce qu'on est vraiment dans une obligation de moyens? Autre élément, qu'est-ce qu'on demande à l'employeur exactement avec le devoir de vigilance? Est-ce qu'on lui demande de respecter un droit ou est-ce qu'on lui demande de ne pas avoir un impact négatif? Est-ce qu'on lui demande de respecter un droit ou est-ce qu'on lui demande de ne pas aggraver la situation? Et pour bien permettre de comprendre ces différences, je vais juste très, très brièvement, par exemple, prendre l'exemple du travail des enfants. Vous savez que c'est un droit à l'OIT. L'interdiction du travail des enfants, c'est une norme internationale et en particulier du travail dangereux. Eh bien, une chose pour un employeur est de dire « Aujourd'hui, j'emploie des mineurs de 16 ans et je m'engage à ne pas en employer à partir de l'âge de 14 ans. » Donc, c'est très bien, il n'aggrave pas la situation, c'est vrai. Mais en fait, il ne respecte toujours pas le droit parce que l'interdiction du travail des enfants, c'est 12 ans. Et donc ici, il y a quand même quelque chose qu'il faut clarifier au niveau de ce qu'on entend exactement par le devoir de vigilance. Alors, ceci étant dit, comme vous venez de l'entendre, il y a différentes initiatives qui sont en cours au niveau belge. Il y a une proposition de loi aussi au niveau de l'Union européenne. Il y en a aussi au niveau international, puisqu'il y a un traité de l'ONU qui est en négociation.
Maintenant, c'est vrai que tous ces processus, c'est des propositions de textes légaux, donc c'est très lent. Il n'y en a encore aucun vraiment qui a abouti. Mais j'ai envie de dire, ça peut ne pas être très grave, parce que je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, comme je l'ai écrit, j'ai un scoop. Eh bien, en fait, le devoir de vigilance, donc l'obligation de vigilance, ça existe déjà. Ou en tout cas, il y a une certaine forme obligatoire de due diligence, de vigilance qui existe, puisque dans nos pays, des entreprises qui veulent accéder au marché public, des entreprises qui veulent bénéficier d'appui à l'investissement, de garantie à l'investissement, de prêts à l'investissement, et notamment de prêts et de garanties à l'investissement à l'étranger, eh bien, elles doivent déjà aujourd'hui, en principe, remplir un certain nombre d'obligations en matière de due diligence, en matière de vigilance obligatoire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en dehors des initiatives légales qui sont sur la table aujourd'hui au niveau européen, au niveau international et au niveau belge, et qui prennent beaucoup de temps, il y a peut-être déjà aussi moyen de renforcer la due diligence qui existe déjà, sans passer par quelque chose de forcément très lourd. Et ce serait peut-être aussi une première étape. Et la deuxième raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'évidemment, ce séminaire est en présence de la ministre de la Coopération et du Développement et de son cabinet, et qu'il y a justement une série d'activités qui dépendent de sa responsabilité en matière de due diligence. Et je pense notamment à la Banque belge d'investissement à l'étranger, à la Banque Bio, qui est la banque qui donc appuie l'investissement dans les pays en voie de développement, dans les pays du Sud, et où peut-être il faudrait commencer par renforcer les procédures de due diligence qui existent déjà à ce niveau. Alors, voilà, donc ces trois ou ces quatre initiatives, ou ces quatre types de débats qui existent actuellement au niveau belge, au niveau international et au niveau européen. Nous, comme organisation syndicale, on se pose en fait trois questions sur la due diligence obligatoire. La première, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que nous, comme organisation syndicale, on sait vraiment en faire quelque chose d'opérationnel qui va nous permettre vraiment de manière significative de changer la situation sur le terrain ici et bien sûr auprès des organisations syndicales du Sud avec lesquelles nous sommes évidemment en solidarité. La deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est dangereux? Parce que bon, on peut très bien avoir une due diligence obligatoire qui n'est pas très utile, mais finalement, ce n'est pas très grave, ça peut pas faire de tort. Mais est-ce qu'il y a aussi des dangers pour les travailleurs, des dangers de régression ou des dangers de régression pour la position des syndicats? Et en fait, la troisième question qu'on se pose, c'est en admettant qu'on est aujourd'hui sur la table des propositions de législation de due diligence qui vraiment sont parfaites, qui répondent à tous nos remarques et à tous nos commentaires, à toutes nos revendications. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, je vais encore plus loin, est-ce qu'on peut considérer que la due diligence obligatoire, c'est une solution miracle? Alors, donc, je reprends la première question. Est-ce que c'est un instrument utile? Que ce soit la LGTB au niveau belge ou la Confédération européenne des syndicats, nous avons effectivement fixé des critères pour des conditions d'efficacité. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut remplir comme critères, comme conditions pour considérer qu'on est vraiment une due diligence, un devoir de vigilance qui soit efficace. Alors, je ne vais pas non plus aller dans les détails parce que Sophie a déjà quand même beaucoup parlé, notamment du champ d'application, quelles sont les entreprises qui sont visées, quelles sont les normes qui sont visées. Bon, pour nous, c'est clair que les normes de l'OIT, ce sont évidemment des droits de l'homme et qu'il ne faut pas forcément se limiter aux normes sociales fondamentales. Je vais plutôt me consacrer au troisième tiret de ce slide de la présentation PowerPoint. Quelle est l'efficacité des mécanismes de plainte, de réparation et de sanction? Parce qu'en fait, ici, on a quand même un instrument qui, par définition, est très axé sur les réparations, c'est-à-dire les entreprises qui, si elles ont eu une due diligence déficiente et qu'il y a eu des victimes sur place,
doivent payer des réparations. Alors, moi, je ne sais pas comment c'est en Colombie, je ne sais pas comment c'est dans vos pays, mais en Belgique, ça arrive assez souvent qu'on ait des multinationales et que ces multinationales, par exemple, elles violent les droits syndicaux parce qu'elles licencient des délégués syndicaux. Et ces multinationales, elles sont dans ce cas-là obligées de payer des réparations. Mais vous savez, c'est des multinationales, elles savent se le permettre. Et donc, c'est très, très peu dissuasif en termes de dissuasion financière et de conséquences économiques pour ces entreprises. Donc, en fait, il faut remplir, comme l'a dit Sophie, différentes conditions pour différents critères pour que ces due diligence soient vraiment efficaces. Et on a des initiatives en Belgique, on a des initiatives dans l'Union européenne. Au plus elles sont vagues et au plus elles sont restreintes, et évidemment, au plus faible sera la plus-value, et parfois peut-être même que la plus-value sera inexistante. Ça dépend évidemment du résultat qu'on aura sur la table. Alors, question très importante pour nous en tant qu'organisation syndicale, évidemment, est-ce que la due diligence présente certains risques de régression pour les travailleurs et pour les organisations syndicales? Là, il faut quand même être assez attentif parce qu'on pourrait avoir des propositions législatives qui, en fait, renforcent le pouvoir des employeurs à la place de le rééquilibrer. Par exemple, c'est un problème qui a également été évoqué par Sophie, je pense, le plan de vigilance pourrait permettre à un employeur de dire finalement, moi, j'ai fait mon évaluation, j'ai rédigé mon plan, j'ai fait mon rapport, donc je ne suis plus responsable. J'ai fait ce qu'il fallait. Je peux prouver que j'ai fait ce qu'il fallait, même si le résultat de respect du droit n'est pas atteint. Il peut dire, voilà, c'est vrai, je ne parviens pas à respecter le droit, mais regardez tout ce que j'ai fait. Hein. Et donc, si on reste dans l'obligation de moyens, c'est assez problématique. Et à ce moment-là, on aurait une due diligence, en fait, qui peut servir à l'employeur comme outil de communication pour faire en sorte que l'employeur se donne une image positive dans l'opinion publique, une image sociale positive, une image écologique positive, mais sans vraiment avoir un impact, j'ai envie de dire, positif sur le respect du droit. Et alors, par rapport au pouvoir de l'employeur qui se renforce, on peut aussi avoir dans l'entreprise le pouvoir du syndicat qui s'affaiblit. Ce serait par exemple le cas si les syndicats ne sont pas reconnus comme étant un acteur central sur les questions de travail décent en ce qui concerne les procédures de plainte et de sanctions. Et ce qui est aussi ce à quoi il faut être attentif, c'est que en fait, les procédures de plainte et de sanctions étant ouvertes à toutes les organisations, sur toutes les thématiques, on pourrait avoir effectivement des étapes qui sont entreprises, mais qui ne sont pas forcément conformes aux stratégies qui sont mises en place par l'organisation syndicale dans l'entreprise. Si vous avez, par exemple, quelque part dans un pays, une multinationale qui ne donne pas un salaire décent, il se pourrait que la délégation syndicale ou l'entreprise syndicale est en train de négocier, a établi une stratégie, a mis en place une stratégie avec l'employeur, est en train de négocier avec l'employeur, et que tout à coup, on a une procédure qui vient intervenir et qui vient un peu bouleverser la stratégie que l'organisation syndicale a décidé de mettre en place avec l'employeur. Alors, si on arrive à de telles dérives, j'ai envie de dire, évidemment, on aurait plutôt affaire à un affaiblissement du rapport de force syndicale dans l'entreprise et pas un renforcement. Et on aurait plutôt un renforcement de l'asymétrie du pouvoir de l'entreprise et de l'employeur par rapport aux travailleurs. Alors évidemment, vous allez demander qu'est-ce qu'il en est des initiatives législatives nationales et européennes sur la table. Est-ce que vraiment c'est risqué? Est-ce que vraiment il y a une plus-value? J'ai envie de dire ça dépend un peu. Je dirais en ce qui concerne l'initiative belge, elle est peut-être un peu moins dangereuse pour nous que l'initiative européenne. Il y a quand même encore pas mal d'aspects qui sont laissés dans le flou. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'intention, évidemment, de restreindre le rapport de force syndicale dans l'entreprise, mais en tout cas, il y a certains éléments qui doivent être clarifiés, on reste un peu dans l'attente de la manière dont ça va être clarifié.
Par contre, au niveau européen, la proposition de directive européenne présente activement les dangers que je viens d'évoquer. Pour vous donner un exemple, les organisations syndicales, par exemple, ne sont pas reconnues comme étant des organisations qui peuvent porter plainte. Et en plus de ça, les employeurs reçoivent un subside pour mettre en place leur mécanisme de due diligence. Mais nous, comme organisation syndicale, et c'est même le cas des organisations de la société civile, nous ne recevons pas de moyens pour surveiller l'attitude de l'employeur. Donc, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre dans le pouvoir qui pourrait s'aggraver à la place de s'améliorer. Et puis, comme je vous le disais, admettons que nous puissions en Europe et en Belgique vraiment marquer des points importants pour avoir une législation en la matière qui soit la plus proche possible de nos revendications. Est-ce que ça reste une solution miracle, la due diligence? Évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas le cas. J'ai mis quelques petits exemples pour essayer de vous en convaincre. Premièrement, les droits internationaux, ça s'applique à tous les travailleurs. Or, la due diligence, évidemment, ne se focalise par définition que sur les travailleurs qui sont dans une chaîne d'approvisionnement et qui sont dans une chaîne d'approvisionnement avec nous, les pays tels que la Belgique ou l'Union européenne. Ça ne concerne pas les travailleurs qui travaillent pour le marché local, ou ça ne concerne pas évidemment les travailleurs qui travailleraient dans une chaîne d'approvisionnement avec, je ne sais pas moi, la Chine ou l'Australie ou un autre pays. Deuxièmement, la due diligence, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste en fait du cas par cas. C'est-à-dire qu'on est dans cette optique anglo-saxonne qu'il faut attaquer individuellement chaque entreprise pour essayer d'avoir un résultat. Or, les droits de l'homme sont tellement importants que si on veut vraiment avoir quelque chose qui change la situation, il faut aussi avoir une action politique. Le respect des droits de l'homme, ça ne relève pas uniquement de mécanismes qui sont autonomes et internes à l'entreprise. Ça relève aussi de la responsabilité, non pas des entreprises, mais des gouvernements, à ratifier les conventions de l'OIT et à les faire respecter par leurs entreprises via des services d'inspection, via une législation qui est correctement appliquée et en conformité avec le droit international. Donc, il n'y a pas que l'action de l'entreprise, il y a aussi évidemment l'action gouvernementale. Donc, tout ça pour vous dire que ça veut dire qu'on a besoin de due diligence obligatoire, mais on a aussi besoin d'avancer sur d'autres instruments, comme la ratification des conventions de l'OIT par les gouvernements, comme des clauses sociales plus fortes dans les traités de commerce et comme des clauses sociales plus fortes dans tous les instruments d'appui à l'investissement à l'étranger. Donc voilà, ce sera un peu ma conclusion. Je ne vais pas le faire plus long, je ne sais pas si je suis resté dans les 10 minutes. J'ai envie de dire que oui, la due diligence obligatoire est très utile, mais c'est à côté d'autres instruments et en complémentarité avec d'autres instruments. Et surtout, restons vigilants sur le devoir de vigilance. Merci beaucoup. Merci pour ce partage de la position syndicale et pour ces points d'attention qui sont vraiment très importants. Je pense qu'on va continuer à garder ça en tête. Il y a beaucoup de complexité derrière, donc même si on va continuer à se mobiliser pour un devoir de vigilance, on va garder en tête tous ces éléments-là et dans nos plaidoyers, on ne va pas avancer les yeux fermés comme ça pour une loi à tout prix, par exemple, qui n'aurait pas une ambition assez forte ou sans regarder une attention aux autres instruments internationaux des droits humains et des droits du travail, entre autres. Donc, ici, on a reçu quelques commentaires très, très pertinents dans le chat. Donc, je vous invite à les lire, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion. On a sélectionné quelques petites questions pour ceux qui ont encore le temps de rester éventuellement. Donc, encore une question pour toi, justement, Thierry. Enfin, après, on a sélectionné nous-mêmes les intervenants. Si quelqu'un d'autre veut répondre à une des questions, n'hésitez pas aussi. Mais je me demandais, Thierry, une question qui demande comment rendre forts et compétents les acteurs syndicaux ou autres mouvements sociaux sur la RSE, responsabilité sociale des entreprises, et le devoir de vigilance. Est-ce que tu aurais une réponse là-dessus?
Mais je pense qu'effectivement, c'est toute la difficulté de ce déséquilibre dont je parlais. Euh, Vraiment pouvoir utiliser le devoir de vigilance, ça demande évidemment de pouvoir faire un suivi de l'attitude des employeurs, ça demande évidemment des moyens, ça demande notamment des moyens de solidarité avec nos partenaires du Sud pour qu'ils puissent nous informer du comportement d'employeurs qu'on pourrait avoir en commun ou d'employeurs qu'on pourrait avoir en commun dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, ça veut dire que, ça, à mon sens, ça ne peut pas aller sans développer ces moyens. Et comme je le disais dans une de mes dernières remarques, je voulais insister sur le fait que la proposition de directive européenne prévoit de tels moyens pour les employeurs, mais pas pour les organisations syndicales et pas pour les organisations de la société civile. Donc je pense que là, c'est pas que je veux tout réduire à l'idée que l'argent est le nerf de la guerre, mais je veux dire, il y a quand même cette dimension de déséquilibre qu'il faut effectivement garder en tête. Je pense que c'est en tout cas de notre côté syndical, une proposition qui ne peut avancer que s'il y a une coopération nord-sud très forte sur le travail décent. Ça, c'est certain. Sans communication entre les deux, je pense que pour nous, c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui. Une question ici pour Frédéric. Dans le cas des bananes, la directive sur les pratiques commerciales déloyales est souvent prise en compte. On demande si c'est inclus dans l'étude la question de cette directive sur les pratiques commerciales. Ok. J'en ai encore plusieurs, mais qui sont aussi, je pense, des questions de débat fondamentales. Donc, il y a Fienne Colombi qui dit comment faire en sorte que cette obligation ne devienne pas une exigence de plus ou que les entreprises l'assument face à l'inefficacité de l'État, surtout dans les pays comme la Colombie, où l'État a différentes présences sur le territoire, dont certaines ne sont axées que sur les questions de sécurité. Alors, je ne pense pas qu'on va résoudre cette question aujourd'hui, mais ça reste effectivement fondamental. Et je pense que tu en parles aussi un petit peu dans l'étude, Frédéric. Vas-y.
Ok. Une question pour Nelly. On dit que la majorité des mines d'or en Colombie sont informelles. Comment est-ce que la diligence raisonnable dans tel cas peut aider à résoudre les problèmes? Vaste question aussi. On peut dire que ça forme partie de nos problèmes en Colombie, mais pas toujours. Il y a beaucoup de miniers informels et artisanaux. Il y a eu une distorsion donc entre ce que les mines artisanaux ont fait en Colombie, qui nécessite aussi une vigilance, et il faudrait formaliser aussi pour les pratiques et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on en utilise ces instruments par rapport à ces conditions de diversité. L'autre phénomène que nous avons en Colombie, c'est une thématique de la mine, l'industrie minière qui sont dans la marge de la loi, par exemple. Les groupes armés dans ces territoires, mais également, ce n'est pas sûr que la majorité forme une partie de cette industrie minière informelle. Il y a aussi les multinationaux. Donc, quelle est la discussion qu'il faudrait instaurer une vigilance? Il y a beaucoup d'entreprises où nous sommes en train, avec Linda Garbienne, on fait un suivi où beaucoup d'entreprises transnationales sont utilisées avec l'or qui vont l'extraire par les groupes armés pour commercialiser cet or au niveau international. Et c'est de cela qu'ils abusent. Donc, les organisations, comment s'en rendre compte? Parce que là, les exportations ne sont pas toujours pour la production minière. D'où vient cet autre or qu'ils exportent? Donc voilà, constamment, on est en train d'examiner parce qu'on ne nous donne pas les chiffres et cette hypothèse de tout ce qu'on peut exporter au niveau des entreprises, avec ces entreprises informelles qui sont en train d'être contrôlées par les grosses armées. Donc, il y a une sorte de convivence. La grande concession dans l'industrie colombienne, c'est en main des entreprises formalisées transnationales et pas toujours nécessairement exclusivement en main de la minerie informelle. Ok. Est-ce que, on ne va pas pouvoir traiter toutes les questions ici, on a déjà dépassé le temps du webinaire. Je vais juste laisser l'occasion à Sophie et Pablo, si vous voulez rajouter un dernier mot par rapport à ce qui s'est dit, s'il y a encore une réflexion qui vous vient. Moi, je veux bien prendre la parole, Stéphanie, mais juste peut-être pour répondre à une question que j'ai vue dans le chat sur le champ d'application de la directive, le fait qu'il est très limité, mais que finalement, de très nombreuses entreprises seraient indirectement touchées en tant que fournisseurs des grandes entreprises. Je trouve que c'est effectivement l'un des, entre guillemets, plus grands pièges de cette proposition actuelle. C'est de finalement laisser croire que les grandes entreprises prendront leurs responsabilités et qu'elles ne placeront pas des clauses dans les contrats avec leurs fournisseurs, mais justement, c'est une porte de sortie qui leur est directement ouverte. Et finalement, les PME ne sont pas couvertes, les petites et moyennes entreprises, directement par la directive, mais elles seraient indirectement concernées par cet effet de cascade et ces clauses possibles à mettre dans les contrats. Et donc, un large champ d'application éviterait aussi que les grandes entreprises ne transfèrent leurs responsabilités aux plus petites et en bout de chaîne, qui sont aussi souvent les plus vulnérables. Et aussi peut-être, si les PME sont inclus dans le scope, prévoir des mesures d'accompagnement aussi pour les aider, puisque
C'est souvent une des difficultés qui est mise en avant par les plus petites entreprises. Ce sont les difficultés financières, administratives et autres pour mettre en place ce devoir de vigilance. Et donc, en rentrant dans un scope, il y aurait aussi les mesures d'accompagnement qui vont avec. Et donc, ça éviterait l'effet de cascade, puisque de toute façon, elles seraient également directement concernées. Voilà. Merci. Alors, je vais peut-être passer encore la parole à Driss pour clôturer avec vous le webinaire. On voulait juste partager la manière dont on va se mobiliser pendant les prochains temps sur le devoir de vigilance et en relation avec le travail décent. Donc, Driss, tu as 2 minutes, je pense, pour faire ce petit mot. Alors, je vais rester bref. Donc, je voudrais remercier tout le monde pour entendre, pour partager vos visions. Et je voudrais remercier à toutes les personnes présentes ici à ce webinaire pour prendre le temps d'écouter les résultats de notre enquête. Et il faut que ce soit clair après aujourd'hui, les droits de l'homme sont centrales, les droits humains sont centrales dans le travail de FOSS et de SOLSOC. Nous avons un programme en commun. Nous avons travaillé avec les organisations dans le monde entier. Donc, de Pablo, de Nelly et dans leur travail, ils travaillent sur les cadres légaux pour promouvoir le travail dans la dignité. Voilà pourquoi nous, comme organisation, spécifiquement SOLSOC et FOSS, nous sommes alertes pour les évolutions en matière de droits humains, comme par exemple la réalisation des droits humains, comme l'opposabilité, donc les traités humains, etc. Donc, et un droit de vigilance, un devoir de vigilance, ça en fait partie dans ce grand ensemble, une manière de laquelle, avec tout le travail en parallèle, on puisse contribuer pour cadrer ces droits humains dans l'ensemble et pour les rendre vraiment essentiels. Et après ce travail, on continue, ça ne s'arrête pas ici avec ce travail du webinaire, ça ne s'arrête pas aux examens. Donc, pendant les prochaines années, ensemble avec Sophie, avec le groupe de cette société civile, on va continuer à regarder les processus politiques qui sont en cours en Belgique, mais également, nous, comme organisations, on assume notre rôle pour l'avenir également. Et Thierry l'a déjà dit aussi, nous sommes sur le chemin à continuer à signaler les violations de droits humains. Nous, comme organisations de société civile, également nos partenaires vont y jouer un rôle très important dans cette continuité. Et comme Sophie l'a déjà dit, on va le faire avec les campagnes de droits humains n'ont pas de prix. Et pendant les prochaines semaines, nous allons continuer à taper sur le clou vers le banc arrière. Nous allons sensibiliser dans les différentes activités. Donc, par exemple, pendant les congrès de la FGTB, nous serons présents. SOLSOC, avec la CNCD, va partager la sensibilisation sur les enquêtes en la matière de cette vigilance et par extension, on va vous inviter, comme Sophie l'a déjà fait, pour le 21 avril, on va lancer notre campagne à l'occasion de Rana Plaza, le textile, donc cette thématique des droits humains. Et surtout, le devoir de vigilance reste très important, central pour notre programme. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui, pas pour nos organisations en Belgique, ni en Europe, mais ni pour nos partenaires, comme Nelly et Pablo l'ont déjà dit. Ce sont eux qui sont à déplacer les frontières, qui vont constater les violences des droits de l'homme, comme les histoires atroces qu'a raconté Pablo. Ce sont eux qui font tout pour garantir les droits humains tous les jours. C'est ce qu'ils continuent à faire avec notre soutien et on espère de les aider de manière critique de toutes les manières pour faire avancer les cadres légaux sur lesquels ils travaillent. Donc voilà, jusque-là, très rapidement, j'ai essayé de résumer le cadre pour notre travail. Merci, je te redonne la parole. Mais voilà, mais il me reste juste à remercier encore tout le monde, tous les panélistes pour vos interventions, tous les participants qui ont eu la patience de nous écouter pendant tout ce temps-là. Et juste pour vous dire qu'on enverra un mail à toutes les personnes qui s'étaient inscrites avec les contenus, les présentations et les enregistrements de ce webinaire. Et donc voilà, merci.
Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci. Merci. Merci à tous.